Merci, bonjour à tous. Alors, je vais d'abord présenter nos intervenants. Donc, Eva Martin. Donc, du coup, vous êtes graphiste de formation. Vous nous venez du nord, de la Bretagne, enfin, fond de la Bretagne. Et vous avez écrit votre premier roman, Miska. Tout à fait. Voilà, jeune autrice. Guillaume Chalamadjian, de formation, on va dire, dans le monde du livre, pour parler généralement. On va dire, ouais. Et vous avez donc écrit une double trilogie avec l'autrice Claire Duvivier juste à côté de vous. Donc Claire, vous êtes aussi vous êtes autrice et éditrice. Collection Asphalte. Donc voilà, vous aviez écrit Un long voyage et là vous avez fait la deuxième partie de la trilogie. Gwenaëlle Gavry, vous êtes maître de conférence en langue chinoise à Lyon 3. Donc vous jouez un peu à domicile. Et donc je vais rappeler un peu le début. Les jeux de l'esprit dans la SF et l'imaginaire. Alors les jeux de l'esprit, d'abord on va parler du jeu avant de parler de l'esprit. Voilà, c'est ça. On peut quand même remarquer dans les œuvres qui nous intéressent que vous avez soit écrites, soit traduites, parce que je rappelle que Gwenaëlle est le traducteur à 6 heures perdues d'un petit bouquin qui se vend un petit peu, Le problème à 3 corps, ainsi que du roman dont il nous parlera juste après. Recueil de nouvelles, excuse-moi. Dont une des nouvelles, tu m'as dit, se passait pendant les Jeux Olympiques. Ouais, ça parle un peu de JO, donc par pur opportunisme, vous avez compris un peu le principe, c'était l'année JO. Donc, voilà. Mais dans ces romans-là, dans vos romans, le jeu prend une importance centrale à différents moments du roman. D'abord, pour les auteurs et les autrices, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la narration d'utiliser le jeu dans vos romans, dans vos histoires? Qu'est-ce que ça implique d'avoir un jeu qui va être au centre du roman? Eva? Oui, avec joie. En fait, dans l'esprit des protagonistes et dans le mien, je crois que les jeux sont pas des jeux, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, bien qu'il y ait une idée de sélection, de comparaison entre les capacités d'un tel ou d'un autre, l'idée, c'est plutôt de sélectionner la bonne personne, en fait. Et du coup, là, on parle plus de jeu, on parle concrètement des implications dans en l'occurrence, moi, c'est politique. Pour mes protagonistes, le jeu n'en est pas un, même si les mécanismes sont là, en fait. Claire et Guillaume, en quoi, du coup, le jeu, pour vous, dans votre univers, était quelque chose de fort? Oui, en fait, cette double trilogie s'appelle La Tour de Garde. La Tour de Garde, dans cet univers, c'est le nom d'un jeu de société. Alors, très prosaïquement, ça nous permettait aussi d'unifier le monde, puisque, en tout cas, au début de ces deux trilogies, les personnages ne se croisent pas tout de suite, on va dire. On a une histoire qui se passe dans la capitale du Nord, l'autre histoire qui se passe dans la capitale du Sud. À quelques références, on comprend bien qu'on est sur le même continent, dans le même univers, mais on a surtout ce jeu de la Tour de Garde qui est joué aussi bien dans le Nord que dans le Sud. Donc au début, c'est un élément vraiment de narration. Puis cette tour de garde, elle va prendre au fur et à mesure du cycle de plus en plus d'importance jusqu'à devenir un principe plus ou moins de narration. Et aussi, en faisant un pas de côté, c'est aussi d'une certaine manière la façon dont on a écrit les romans. Voilà, en jouant ensemble finalement. Et c'est même au final la manière, c'est assez rigolo, la manière dont ils ont été publiés. Parce que comme ils ont été publiés un coup Capitale du Sud, le tome 1, puis un coup le tome 1 de Capitale du Nord, ça donnait un petit peu l'impression qu'on se répondait l'un l'autre, en fait, comme si on était autour d'un plateau finalement. Et ça nous avait paru, quand on a discuté avec l'éditeur de savoir comment est-ce qu'on allait orienter les parutions, on s'est dit, mais finalement, ça a vraiment du sens d'aller dans cet ordre de parution, parce que c'est une manière, c'est un peu une métaphore de l'écriture en elle-même. J'ai une question pour le traducteur du problème à 3 corps. Comment, justement, le jeu est quelque chose d'universel ou pas? Parce que quand tu traduis une langue, d'un univers tellement différent d'une autre, est-ce que du coup tu dois retravailler, revoir pour qu'on arrive à comprendre les règles et les choses comme ça? Plusieurs choses. Déjà, en fait, on est dans des univers différents, mais en même temps, on est sur la même planète. Ce qui est rigolo avec la SF, c'est que finalement, on s'en rend compte
d'autant plus dans ce genre-là qu'on appartient à une même humanité et que finalement on n'est pas si éloignés que ça les uns des autres, qu'on soit chinois, français ou autre, parce qu'en fait, à l'aune des différences extraterrestres, au final, on est vraiment des cousins, quoi. Sur le jeu, il y a ce qui est peut-être universel au-delà des exemples qui ont été pris, c'est le fait que dans un jeu, il y a tout ce qui relève en fait des ressorts narratifs. C'est une stratégie d'écriture en fait. On a un enjeu dans un jeu, on a des acteurs, des agents, donc des joueuses, des joueurs, on a des règles du jeu, donc on peut aussi soit suivre, soit choisir dont on peut choisir de s'écarter ou d'inventer de nouvelles règles ou d'avoir des nouveaux joueurs ou des cartes joker qui arrivent ou comme ça. On peut tricher, évidemment. On peut gagner, on peut perdre. Parfois, c'est plus complexe. On peut jouer de façon individuelle ou collective. On peut aussi avoir un espace dans lequel le jeu se passe, en fait, soit un espace géographique, soit un espace virtuel. Donc je pense que, et la SF en particulier, va s'inspirer en fait beaucoup du jeu aussi parce que on a tous les éléments qui peuvent nous aider à construire une histoire, quoi. On a aussi un développement dans le temps, parce qu'un jeu, ça se joue par étapes, souvent, ou par partie, etc. Donc, il y a, à mon avis, quelque chose qui est, en particulier dans la SF ou dans la fantasy, est universel aussi, parce que la littérature est dans sa construction, en fait, avec des acteurs, des règles, de la triche, des bouleversements, des changements de statut, de rôle, qui marchent, en fait, dans toutes les littératures, quoi. Mais qui dit jeu, dit aussi participant, justement, dit gagnant, dit perdant. Comment est-ce que, à votre avis, justement, aujourd'hui, dans une société comme la nôtre qui montre des gagnants et des perdants continuellement et systématiquement, est-ce que le jeu, on parlait des JO tout à l'heure, aujourd'hui, a encore une place, on va dire, fédératrice ou concurrentielle, à votre avis, dans notre société qui nous entoure aujourd'hui? Pour moi, ça a une place en fait fondamentale d'apprentissage en fait aussi, parce que les premiers jeux dont on se rappelle, c'est ceux qu'on faisait quand on était enfant. Et vous pouvez prendre n'importe quel animal, un jeune chaton va jouer avec le plus grand bonheur du monde, mais c'est aussi pour s'affûter, pour se former, pour se faire. Et je pense que c'est aussi pareil pour l'humain et que c'est quelque chose qu'on peut continuer à pratiquer au long de notre vie et qui continue à nous apprendre en fait à évoluer et à affiner nos compétences. Ça peut être intellectuel, ça peut être physique. Voilà, il y a pas forcément toujours uniquement un enjeu de victoire ou de défaite. Il y a le faire aussi qui est pas innocent dans tous ces jeux-là. Oui, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, on est dans une société qui, par définition, nous met en compétition tout le temps. On est en compétition au début quand on est à l'école, on est en compétition quand on s'inscrit sur Parcoursup, on est en compétition vraiment tout le temps. La question, justement, et c'était un peu une des questions qu'on voulait se poser avec Claire, on commence, entre guillemets, la tour de garde en disant ce jeu, finalement, c'est une compétition avec toujours un gagnant, un perdant. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on finit par changer la règle du jeu un peu au cours de jeu et où on se dit le jeu il peut aussi devenir collaboratif et après c'est une manière de retourner le jeu à son avantage en disant peut-être que cette compétition on peut essayer tout simplement d'en sortir. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, hein. Hier soir, il y avait une table ronde à la MJC aussi qui faisait partie des Intergalactiques où la question se posait aussi de savoir comment est-ce qu'on pouvait s'émanciper. Alors c'était par le sport, mais je pense qu'on peut l'étendre au jeu de manière générale. Donc il y a un certain nombre d'exemples qui ont été pris, soit l'émancipation par l'individu, soit par l'équipe. Donc je pense, j'en avais vaguement évoqué ça hier, mais de parler de la démocratie corinthienne, c'est un club de foot en fait brésilien, les Corinthians, dans les années 80, qui, pour lutter en fait contre la dictature militaire brésilienne, ont décidé de passer en mode autogéré en fait. Et donc ils avaient une équipe de grandes stars, il y avait des joueurs comme Socrates, Zé Maria, etc. Et ils avaient un slogan que je trouve très beau, qui était gagner ou perdre, mais toujours en démocratie. Et c'est une manière dont le jeu ou l'aspect collectif en fait ou la collaboration peut aussi s'émanciper de la question de la compétition en fait. Il se passe des choses dans le jeu ou dans le sport qui échappent en fait au contrôle de la compétition ou de la finalité qui est celle un peu du capitalisme, qui est de dire il faut un gagnant, ou du coup on est en lutte pour des gains. Ce qui se passe dans le jeu, peut-être aussi dans la littérature, c'est qu'on change un peu les règles, quoi, et que le gain peut ne pas forcément être celui qui est attendu.
Dans le jeu aussi, je pense que ce qui permet de s'émanciper un peu de cette logique de la compétition, c'est qu'on devient une autre ou un autre personnage, quoi. Il y a beaucoup ça, évidemment dans la littérature, je pense, quand on écrit de la fiction, l'un des plaisirs qu'on éprouve, j'imagine, c'est de devenir autre finalement. Donc d'avoir d'autres enjeux qui sont pas les enjeux de notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on n'en est plus à il faut que je batte mon concurrent parce que il en va de la survie de mon entreprise, ou alors il faut que j'ai mon concours parce que c'est le boulot ou l'université dans laquelle je veux aller. Quand on joue, y compris quand on fait du sport, on est gardien de but, ou alors on est un des personnages de l'histoire, et ce plaisir ou cette sensation, je pense, un peu excitante d'être le temps d'une partie ou le temps d'un match, de devenir quelqu'un qu'on n'est pas d'habitude, qui échappe peut-être au déterminisme social, c'est un plaisir qui nous permet d'échapper à la logique même de compétition. Je pense que le plaisir que vous prenez à jouer, ou qu'on prend à faire du sport, au-delà de la satisfaction finale qui est celle de la victoire, si tant est qu'il y a une victoire, c'est aussi le plaisir qu'on a pris à le temps d'un instant, dans un espace donné, au plaisir de jouer, en fait, au plaisir d'être devenu le temps d'un instant quelqu'un d'autre. J'ai juste rebondir rapidement sur ce que dit Gonel, pour dire que je suis tout à fait d'accord, parce qu'il lui fait une belle jambe, mais je le dis quand même. Et surtout que... Je valide mes propos, et pour moi, c'est très important. Ce côté compétitif se concentre vraiment sur la finalité de la partie du jeu, à savoir qui va gagner, qui va perdre. Et finalement, on joue pour gagner ou pour perdre, pour cette issue qui permettra de décrocher donc le gain. Et je trouve que là encore, un point commun qu'on a entre la littérature et le jeu, c'est que finalement... Quand on est dans le plaisir pur du jeu, c'est comme le plaisir de la littérature. C'est pas l'enjeu, c'est pas la résolution finale qui nous intéresse. Quand on est dans un roman passionnant, c'est comment on va faire pour arriver jusque-là, en fait. C'est le déroulement de la partie ou du roman. Et effectivement, moi, je trouve, en tout cas, en tant qu'autrice, je trouve ça plus jouissif d'être justement dans le pendant, d'être dans le déroulé, que d'être finalement, même si c'est toujours assez agréable de finir sur un cliffhanger ou sur une révélation incroyable. Ça fait partie du jeu aussi, mais il y a quand même tout ce plaisir de la partie, des pièces qui se posent, du plaisir qu'on peut avoir avec le lecteur, à imaginer les réactions du lecteur, qui pour moi sont beaucoup plus importantes que savoir quel est le personnage qui gagne ou le personnage qui perd de manière métaphorique à la fin. Donc, c'est vrai, si je peux rebondir à mon tour, ça va être une longue question du coup. Non, mais c'est vrai que finalement, il y a une énorme différence entre ce côté collaboratif, mais dans le sens on joue ensemble, peut-être pas forcément dans la même équipe, mais voilà, on se lance dans un jeu, on se déconnecte de nos contraintes du quotidien et puis on profite ensemble. Et puis ce côté jouer la gagne pour la gagne, qui est parfois pas le plus agréable, en ce qui me concerne, quand on partage ne serait-ce qu'une partie de jeu de société avec quelqu'un qui a pas encore lancé son premier coup de dé, qu'il est déjà dans le je gagne ou je me fâche, quoi. On revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le plaisir du chaton qui joue pour jouer. À un moment, dans Capitale du Nord, il y a un personnage qui est un joueur de tour de garde, un assez bon joueur de tour de garde, mais qui ne joue pas pour l'argent, qui joue vraiment pour le plaisir de jouer, qui va être amené à jouer pour l'argent au bout d'un moment suite à des déconvenues liées à l'intrigue, mais qui a toujours cette recherche vraiment du plaisir simple de jouer, exactement comme quand on est enfant, et qu'on joue pour passer du temps avec ses amis, avec son ami avec lequel on joue, quelque chose de purement gratuit, parce que la société nous encourage à pas forcément privilégier, mais voilà. Mais en fait, oui, il y a ça. On parle aussi de jeu de l'esprit. On est non pas sur la. Excusez-moi. On est sur une réflexion en fait sur qu'est-ce qui nous aiguise dans notre esprit à vouloir jouer, qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à devoir toujours essayer de voir la vie parfois comme un jeu. Et du coup, à votre avis, quels sont les mécanismes qui nous poussent justement à toujours vouloir, enfin ça même pour certains peut devenir une dépendance. Qu'est-ce qui nous pousse tous, parce que rares sont les personnes qui ne jouent jamais, à toujours se remettre un peu sur le grill. Ok, j'y vais, pas de problème. Je pense qu'il y a un côté et si, c'est-à-dire que encore une fois, ça
comme ce jeu avec ses propres règles, alors ok, c'est un petit microcosme parfois hyper basique, mais comme ce jeu, il nous affranchit un peu de la réalité et du zonzon de tous les jours, on peut rejouer à la marchande en fait, quoi. Et si on dirait que moi je faisais ci et que toi t'aurais fait ça, et ça marche pareil, y compris quand tu dis que voilà, des fois ça peut dégénérer en quelque chose de moins sain au niveau du jeu, au niveau d'une addiction. Je pense qu'il y a toujours ce côté, la porte ouverte, quoi. Et si ma vie changeait, et si j'étais autre chose, et si tout le temps, et que en fait on a peut-être un peu besoin aussi de ces échappatoires-là, donc à consommer avec modération certainement, mais peut-être pas à s'en priver non plus et à être uniquement dans un réalisme hyper pragmatique de chaque minute, quoi. Alors, je suis pas psychologue, je sais pas exactement pourquoi on joue, ni même pourquoi on lit des livres. Donc je vais parler moi de ce que j'en pense. Mais moi, je pense que c'est vraiment plus une notion de sérendipité. Vous savez, la sérendipité, c'est vous traînez sur Internet et puis pouf, il y a une idée qui vous plaît. Vous cliquez sur un lien et puis vous allez ailleurs et vous commencez à faire des recherches sur, je dis n'importe quoi, sur un tsunami qui a eu lieu quelque part et puis vous vous retrouvez avec, en général, des vidéos de chats. Mais vous êtes passé par différents sujets, etc. Et en fait, je pense que la lecture et le jeu, c'est un peu la même chose. Vous lisez un livre en disant la 4e de couverture ou même l'illustration sur la couverture, c'est assez chouette. Mais un livre, c'est entre 250 et 2000 pages et il y a plein d'autres idées qui sont élaborées en cours de route et il y a un cheminement mental qui vous fait pas lire le même livre que votre voisin. Donc, en fait, c'est déjà un jeu de l'esprit de lire un roman comme ça. Et je pense que le jeu en lui-même, alors, je suis pas un grand joueur de jeux de société en ce qui me concerne, mais je suis plus un joueur de jeu de rôle. Le jeu de rôle, il y a une part de théâtre d'improvisation et où on sait que même avec un scénario préétabli, on sait jamais sur quelle histoire on arrivera à la fin. Et c'est ça qui est intéressant finalement, de se dire en rebondissant d'une idée à l'autre, on va aboutir à quelque chose qui n'a jamais été fait. Voilà. Non, peut-être, justement, en fait, on va encore rebondir, on rebondit plein de fois. Non, sur la question tu parlais de la psychologie, en fait. Il y a un truc intéressant, c'est que, alors il y a une théorie, je pense que ça peut me permettre de faire une transition pour la suite, qu'on appelle la théorie des jeux. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que certains sont spécialistes de la théorie des jeux, qui est justement une sorte de mélange de réflexion à la fois mathématique, qui a été beaucoup utilisée dans l'économie ou dans la psychologie, et qui permettent aussi d'expliquer nos existences, nos actions, nos interactions surtout, à travers la question du jeu. Et qui nous permet, alors il y a des tas d'extensions possibles, ou de sous-théories, ou d'hypothèses associées à la théorie des jeux, qui est beaucoup traitée en SF d'ailleurs, ou en fantasy je connais peut-être un peu moins, mais peut-être également, et qui revient en fait à considérer aussi des interactions, des finalités, des parcours, des trajectoires à travers la question du jeu, à travers, à savoir la personnalité des acteurs, des joueurs, des joueuses. Dans la théorie des jeux, on va dire purement théorique, tous les joueurs sont censés être parfaits, c'est-à-dire qu'ils ont la même connaissance des règles, ils n'ont pas de biais. Or, ce qui va intéresser la littérature, c'est la manière dont en fait un jeu est jamais tout à fait parfait, puisque les acteurs du jeu, les joueuses, les joueurs, vont avoir des biais, vont avoir des ambitions particulières, vont rencontrer un certain nombre d'obstacles au passage, mais toujours au travers de cette idée de on joue ensemble, il y a des règles, parfois elles sont connues, d'autres fois moins connues, peut-être qu'on pourra parler du problème à 3 cordes tout à l'heure, et en même temps, on essaye tous d'avancer et de construire notre stratégie en fonction aussi de comment réagit l'autre. Et donc je pense qu'il y a un mélange en fait, à la fois du jeu, enfin je pense que c'est évidemment polysémique quoi, et que ça impacte aussi notre manière d'exister même, en fait de se dire comment est-ce que l'autre va penser, va agir, comment est-ce que moi j'essaie de construire mon action, mon discours, ma pensée en fonction de l'autre. Le jeu c'est de manière très générale et un peu englobante la manière dont on interagit aussi avec les autres et dont on se projette. Le jeu de l'esprit, les jeux, tout ça, on en vient aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une dimension énormément politique dans le jeu. C'est-à-dire que de la cité, la tour de garde, politique, je sais pas si quelqu'un a repéré, voilà. C'est-à-dire que on est dans un jeu, on est dans une société comme on est dans un jeu. Est-ce que, du coup, dans vos créations, quand on crée, quand on même transforme, est-ce qu'on apporte aussi cette partie-là? Moi, je dirais que dans le cas spécifique de la tour de garde, c'est complètement ça. La tour de garde, c'est inspiré en partie des échecs.
Les échecs, qu'est-ce que c'est? C'est deux armées qui s'affrontent, deux civilisations, mais qui ont exactement les mêmes pièces. Nous, dans la tour de garde, l'idée, c'était que le joueur ait le choix entre poser des pièces civiles et des pièces militaires, le fait qu'il y ait un peu ces deux aspects de la cité en général. Et ça nous intéressait, cette histoire ce concept de poser des pièces sur un plateau pour figurer une société, pour figurer un système social. Et que la règle du jeu soit que les joueurs s'affrontent. Et que finalement, c'est vraiment l'image de ces deux sociétés, de ces deux villes qui se font face, qui ont lieu comme ça sur un plateau, comme une métaphore du projet qu'on est en train de mener à bien en jouant chacun notre tour, en publiant chacun notre tour un livre. Donc, dans tous les cas, c'est sûr que c'était voulu comme une représentation miniature des deux sociétés qui sont figurées dans la tour de garde, sachant que dans la tour de garde, que ce soit la capitale du Nord ou la capitale du Sud, on montre deux systèmes qui sont en bout de course, donc qui sont en voie d'effondrement. À force, finalement, de s'affronter toujours selon les mêmes règles, sans faire le pas de côté nécessaire pour changer de paradigme, en fait, en quelque sorte. Je pense que tu as à peu près tout dit. On est un peu sur la même longueur d'onde. On a l'habitude de parler. Ils se connaissent. Un jour, je trouverai plusieurs fois, et un jour, je trouverai une question où ils sont pas d'accord. C'est mon défi. Voilà. Ça fait des tables rondes un peu chiantes. On est désolé, mais C'est pour ça qu'ils ont qu'un seul micro, en fait. Mais c'est vrai que ce phénomène de micro-société, je pense qu'on le retrouve en fait dans pas mal de jeux de stratégie, dans pas mal de jeux de réflexion, quoi. Et, moi, en l'occurrence, les miens, quand on les voit jouer, mes personnages ont à un moment donné ce jeu de réflexion, mais ils s'en servent pour présenter presque leur programme politique, en fait, dans une phase de sélection de dirigeants. Et ils se servent de leur manière de jouer pour démontrer quelle va être leur voie politique à venir. Il y a plein de bouquins en fait qui traitent aussi de la question du jeu et qu'en font une sorte de modèle d'ascension politique. C'est le cas. Il y en a qui ont lu peut-être L'Homme des Jeux de Banks, non, qui est le premier roman du cycle de la culture, où c'est central en fait dans tout le roman. Pour le résumer rapidement, mais j'espère que j'oublie pas et que je dirai pas n'importe quoi. Vous avez donc un homme qui est un joueur invétéré, qui est passionné par le jeu, qui vient d'une société où le jeu est avant tout un plaisir. C'est-à-dire que le gain qu'on obtient en jouant, c'est avant tout le loisir, le plaisir, peut-être le dépassement un peu de ses limites cognitives, et qui se retrouve à travers un certain nombre de trajectoires à être envoyé dans une planète un peu lointaine, à l'Empire d'Azad, je crois, si je dis pas de bêtises, où le jeu est vraiment le modèle qui permet de construire le système politique. Et l'empereur lui-même joueur, en fait, est le meilleur joueur. Et donc notre homme des jeux va être petit à petit pris par le diable, le démon du jeu, et va jouer jusqu'à l'empereur. Enfin bref, voilà. Et donc c'est une sorte d'extrapolation peut-être de ce que le jeu permet aussi dans la manière de se construire et d'évoluer socialement sur l'échiquier, quoi. Alors, après, je sais pas si on peut spoiler L'Homme des Jeux, hein, parce que c'est un classique, mais bon, il y a peut-être, si vous l'avez pas lu, franchement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette opposition entre les deux sociétés, celle de la culture qui est juste le jeu pour le plaisir et la culture est une société complètement utopique. Voilà, une société utopique, mais avec cette espèce de désillusion à la fin où on se rend compte quand même finalement que la société utopique est pas si innocente que ça. Voilà. C'est justement intéressant, je trouve, dans ce roman, le double aspect, finalement, par le jeu, à la fois sombre et lumineux. Ce qu'on appelait le vice utopique. Et puis d'autres exemples, du coup, il y en a qui ont lu Le Problème à trois corps, peut-être ? Non, parmi vous. Donc il y a tout un tas de jeux dedans. Le jeu s'exprime de différentes manières, mais il y a notamment un jeu. Alors tu parles de la micro-société et du jeu tout à l'heure. Là, il y a un jeu vraiment à l'échelle cosmique, quoi. Et donc j'évoquais tout à l'heure la théorie des jeux. Le Problème à trois corps. Alors surtout dans le deuxième, j'essaie de pas trop spoiler dans le deuxième tome de cette trilogie. Il y a une sorte de branche de la théorie des jeux qui s'appelle, alors c'est un peu barbare comme nom, le jeu à information séquentielle et incomplète. Alors qu'est-ce que c'est un jeu à information séquentielle et incomplète ? Il y a des spécialistes de la théorie du jeu là ?
Non, ouais, je peux y aller, mais en même temps, c'est enregistré. Alors, donc, je préviens tout de suite, je ne suis pas spécialiste de la théorie des jeux. Mais pour vous expliquer en gros à quoi ça renvoie, on a donc le jeu à information séquentielle et incomplète. C'est un jeu dans lequel il y a donc plusieurs joueurs et joueuses, mais qui ne connaissent pas forcément les ressources ni même les ambitions ou les motivations des autres joueurs. Donc il y a des règles du jeu qui, dans la trilogie, sont des règles cosmiques, qui sont vraiment à l'échelle de ce que l'auteur appelle la société cosmique, donc avec comme supposition ou comme hypothèse le fait qu'il y ait des tas de civilisations dans l'univers, et qui jouent à un même jeu dont certaines d'entre elles ne sont même pas conscientes de jouer à ce jeu-là. Et donc l'humanité, au départ, n'a aucune connaissance des règles de ce jeu-là. Et donc l'un des enjeux narratifs, vous voyez, comme j'essaie de m'accrocher pour pas spoiler, ça va être de trouver les règles de ce jeu, en fait. Et de les trouver, sachant qu'on ne connaît pas quelles sont les armes ou quelles sont les pièces des autres civilisations. Et donc c'est un des enjeux forts, notamment du 2e tome, qui consiste à essayer de comprendre quelles sont les règles à travers la constitution d'axiomes, c'est-à-dire de vérités un peu universelles à l'échelle de la société, qui sont les suivantes. Alors je spoil un tout petit peu, mais pas tant que ça. À l'échelle des jeux cosmiques ou des jeux des civilisations de l'univers, il y a 2 axiomes principaux qui forgent en fait la nature de ces sociétés cosmiques. La première, c'est que toute société est guidée avant tout, et donc c'est son gain par la question de la survie. Et deuxième chose, les civilisations croissent, mais les ressources de l'univers sont en nombre limité. Et donc ça, c'est un peu ce qui va guider les règles du jeu. Et ensuite, ce qui va être au cœur de la trilogie du problème à 3 corps, ça va être comment est-ce que, dans cette partie cosmique, on va avancer ces pièces, quelles sont les stratégies qui nous sont permises pour essayer de gagner la partie, ou du moins de ne pas la perdre. Avant de rebondir là-dessus, je voudrais rebondir sur une chose qu'a dit Ava. C'est est-ce que le jeu, finalement, est-ce que le but du jeu est plus intéressant que la partie elle-même? C'est-à-dire, est-ce que ça dit plus sur nous quand on joue à un jeu quel qu'il soit, y compris les jeux d'argent ou des jeux, etc. C'est la façon dont on va jouer ne dit pas plus sur nous que le fait de gagner ou perdre. Je vais à la fois répondre et rebondir aussi sur ce que dit Gwenaëlle, parce qu'on est très trampoline dans cette table ronde. Et pour dire que quand tu parlais de jeux dont les règles, c'est de découvrir les règles, ça m'a interpellé. C'est un procédé qu'on voit dans pas mal de jeux vidéo, notamment tout ce qui est jeux vidéo un peu city builder ou de civilisation ou des choses comme ça, où finalement le but du jeu, c'est de découvrir comment le jeu fonctionne en fait. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien parce qu'effectivement, il n'y a pas le côté but clair, il faut battre l'adversaire et point barre. C'est que le jeu peut durer très longtemps. On ne le sait pas au début, combien de temps ça peut durer, et ça va dépendre de la longévité du jeu, comment le jeu a été conçu, comment le jeu a été programmé. Et puis, il y a un côté très... c'est un peu comme la vie, quoi. On apprend au fur et à mesure, et finalement, toute notre vie, on passe à comprendre ce qu'est notre vie. Donc, moi, c'est une modalité du jeu qui m'intéresse particulièrement en tant que joueuse. Qui m'intéresse aussi en tant que lectrice. J'aime bien quand les enjeux sont pas forcément clairs et définis dès le début et qu'on en découvre au fur et à mesure. Et là encore, je pense qu'il y a un modèle de narration qui peut être intéressant à... Et je devais faire un lien avec ta question et j'avoue, je me suis laissée emporter par l'impétueux torrent de la passion. Et, Je disais, est-ce que la façon dont on joue ne dit pas plus sur nous-mêmes? Oui, c'est la façon dont on joue, du coup, en découvrant les règles, en tâtonnant au fur et à mesure, forcément, ça dit beaucoup de la personne ou du personnage ou de l'auteur, ou de joueur, hein, parce que on le voit agir avec les mêmes éléments que d'autres et ne pas agir de la même manière que les autres. Donc forcément, c'est assez parlant. Quand tu disais jeu et politique tout à l'heure, ce qui serait assez intéressant, je trouve, dans les débats présidentiels, serait peut-être plutôt de faire jouer, je sais pas, tous les candidats au loup-garou de Terceleux ou un truc comme ça. Je pense qu'on apprendrait beaucoup plus sur les candidats et sur leur façon de réagir. Et ça nous dirait beaucoup plus sur les personnes que bien des discours, en fait. Enfin, c'est un peu... Et on les éliminerait vraiment. Ça, mais... on les éliminerait vraiment. Sauf qu'on les éliminerait vraiment. Avec Zemmour, il est hors jeu, en fait. Ouais, je suis pas sûr que j'ai envie que les loups-garous gagnent, si tu veux. Ce qui a l'air d'être le cas en ce moment, quand même. Non, mais c'est vrai que ton idée, la comparaison que tu faisais avec les jeux vidéo, elle est intéressante parce que justement, dans les jeux vidéo, il y a une différence énorme de plaisir qu'on peut en tirer entre un jeu de simulation, de civilisation, où, à part survivre et évoluer, un peu comme tu disais, un peu comme dans la vie, il n'y a pas forcément des objectifs à atteindre, et des jeux de shoot où là, quand on fait une bonne partie,
c'est hyper jouissif tout de suite. Et quand on se fait déboîter par un gamin de 12 ans à perpète les oies, c'est hyper rageant aussi. Peut-être que finalement, au niveau émotion immédiate, l'atteinte de l'objectif est plus près. Il faut que je parle plus près. Peut-être peut-être qu'au niveau de l'intérêt de gagner immédiatement, c'est plus jouissif sur certains jeux. Et que pour développer réellement la manière de penser, voilà, on est plus démonstratif sur des jeux longue durée, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume? Ouais, juste dire que, enfin, est-ce que la partie est plus intéressante? C'est comme lire un bouquin, encore une fois. Je pourrais raconter la fin, ça intéresserait personne. Déjà, je vais me faire taper parce que effectivement, ça va spoiler à mort. Mais en plus, je veux dire, à quel intérêt de raconter la fin si vous n'avez pas ni le début ni le milieu? Donc, au final, oui, évidemment, la partie est quand même plus intéressante. Tout l'intérêt, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Hein. Et pour rebondir encore une fois sur la partie jeux vidéo, bon, je vais pas raconter ma vie, mais en ce moment j'ai un bouquin qui est parti chez un éditeur, donc j'ai un peu de temps libre dans mes week-ends quand je ne suis pas en festival. Du coup, je rattrape le temps perdu et je rattrape sur le dernier Zelda. Et ça me prend du temps. TOTK pour les intimes. Et en fait, Zelda, enfin, je veux dire, je la connais la fin. En vrai, c'est le 18e jeu Zelda. À la fin, c'est toujours la même chose. Donc, au final, on s'en fout. Je pourrais arrêter d'y jouer, mais non. Ce qui est intéressant, c'est justement d'apprendre à jouer au fur et à mesure, de comprendre les mécanismes du jeu. C'est un jeu qui a une physique particulière, donc et rien que jouer à ce jeu, c'est un jeu de l'esprit. Enfin, c'est d'où ça n'est intéressant même que comme ça. Le côté bac à sable, tout à fait. Sérendipité, toujours sérendipité. Alors du coup, aussi bien dans les 3 corps ou dans Myska ou même un peu dans la tour de garde, les jeux prennent à un moment donné une dimension beaucoup plus importante dans la vie des gens. C'est-à-dire que là, on en vient à parler de la politique qui dirige vraiment la vie des gens. Est-ce qu'on peut considérer du coup que la politique auquel on faisait référence tout à l'heure, quand les campagnes présidentielles, européennes, etc., on a l'impression que pour eux c'est un jeu, sauf que pour nous, les conséquences ne sont pas les mêmes, qui gagnent ou qui perdent. Est-ce que du coup la politique est le jeu de l'esprit le plus poussé? Par exemple, la série House of Cards dit bien son nom, en fait, rien que le titre, on est déjà là-dessus finalement. C'est déjà une sorte d'indication c'est un jeu pour les acteurs, un jeu terrible, parce qu'on a l'impression qu'effectivement les conséquences seront pas les mêmes en fait pour toutes celles et ceux qui sont touchés par ce qui se passe dans la Maison Blanche. Ce qui est intéressant aussi, je pense, dans les jeux, et notamment dans le jeu politique, c'est que parfois on connaît les autres joueurs, on connaît les autres joueuses, et donc on peut essayer, et je pense que ça fait aussi le beurre de la narration, deviner ce que les autres seront éventuellement amenés à faire. Dans le cas de la trilogie des 3 corps, en fait, on ne connaît pas toujours les autres joueurs. Et donc, il s'agit de prendre des décisions, d'élaborer des stratégies politiques, y compris même à l'échelle de l'humanité sur plusieurs siècles, en sachant qu'on ne sait pas très bien contre qui on joue, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on construit? Et je pense que la politique, c'est aussi ça. C'est comment, dans le temps long, on essaye de poser des règles du jeu, sachant qu'on ne sait pas très bien quels seront les nouveaux acteurs, quelles seront les nouvelles contraintes qui vont se construire face à nous. Et il s'agit nécessairement à la fois de réfléchir en termes de gains et de faire une sorte de back induction, c'est-à-dire de réfléchir comment est-ce que je peux arriver à ce but-là. C'est tout ce qui fait le sel aussi de séries comme House of Cards, par exemple. C'est de dire, voilà, mon but ultime, c'est de devenir président de la République. Président états-unien en l'occurrence, et comment est-ce que petit à petit je construis mes stratégies, sachant qu'il va arriver, et ça fait tout le sel des séries évidemment, des acteurs et des joueuses et des nouveaux joueurs, nouvelles joueuses qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas certain des intentions ou même des pièces qui sont dans leurs mains. Je trouve que ce que tu décris, ça ressemble beaucoup à l'espionnage en fait. Côté on a un jeu, il y a beaucoup de joueurs, on ne sait pas exactement combien, on ne sait pas en face ce que c'est la personne, on ne sait pas quels sont exactement ses enjeux, on ne sait pas forcément dans quel camp elle est, et surtout il peut y avoir des conséquences absolument gravissimes dans la vie des gens. Et il y a ce côté vraiment complètement trou. C'est pas pour rien qu'on parle de grands jeux pour l'espionnage, mais qu'on retrouve finalement dans ce que tu décris du jeu dans le problème à 3 corps. C'est assez troublant parce que là on est pas tant dans l'exercice du pouvoir politique directement, mais dans son arme, en fait, son côté plus obscur.
Oui, c'est une très bonne remarque. Alors, j'aimerais rebondir sur l'espionnage parce que je suis un passionné de romans d'espionnage, mais en fait, ça va prendre, ça va prendre ça va prendre des plombes. Juste d'abord pour répondre à cette partie vie politique. Déjà, je trouve qu'on a un peu tendance à confondre la politique en elle-même, qui est juste l'activité de s'intéresser à la vie publique d'une société, à en gros le Gotha de nos hommes politiques et le jeu entre guillemets qui consiste à se faire élire, toucher des subventions pour se faire élire encore plus, pour toucher encore plus de subventions. Bref, ce qui est ce qui est pas forcément la partie la plus intéressante, je trouve, moi, de la politique. C'est même une partie qui est un peu comment dire qu'on dénonce un peu, enfin, c'est pas qu'on la dénonce, on la tourne plus en ridicule au sein de la tour de garde. Effectivement, au sein de la tour de garde, il y a un personnage qui est maître dans la capitale du Sud, qui est d'ailleurs maîtresse espionne, et qui elle joue selon les règles qui sont préétablies, c'est-à-dire qu'elle a déjà tout prévu, et puis et justement tout l'intérêt c'est de se dire mais ces gens ils se plantent, enfin ces gens ils se plantent et puis en plus ils se plantent tout le temps. C'est pas une exception quand ils se plantent, et ils se plantent tout le temps, et c'est le rôle entre guillemets de la société de leur rappeler que c'est eux qui sont au service de la société et pas l'inverse. Donc voilà, toute cette dichotomie entre politique et vie publique de nos hommes politiques, hommes et femmes politiques, c'est un peu c'est assez important. Après sur la partie espionnage. Puisqu'on parlait d'espionnage. C'est vrai qu'en fait, le côté espionnage, c'est assez intéressant. On en discutait l'autre jour, même si tu ne t'en souviens peut-être plus. Moi, j'aime beaucoup John le Carré. Et en fait, les bouquins de John le Carré, je trouve qu'il y a vraiment deux périodes. Peut-être un moment où il a changé de femme, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Où en fait, les bouquins de John le Carré, au tout début de sa carrière, c'est des bouquins qui sont très très froids, qui expliquent vraiment les mécanismes de l'espionnage, la guerre froide, etc. Et en fait, c'est pas la partie que je préfère. Il y a une autre partie, entre guillemets, dans sa carrière où là, il a commencé à s'intéresser à des personnages qui sont des vrais gens, en fait, et qui se retrouvent embarqués dans des situations qui les dépassent parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, il y a des gens qui meurent dans tous les sens, en gros. Et puis souvent, ce sont des gens qui sont des idéalistes, en fait, qui ont vraiment une idée de la politique, enfin de comment devrait être la vie en communauté. Je parle La Constance du Jardinier, qui est un bouquin sur, bon, bref, je sais pas si vous avez lu La Constance du Jardinier, mais c'est un bouquin absolument génialissime. Sur un type qui découvre que sa femme était une idéaliste après qu'elle soit assassinée. Je spoil pas parce que ça arrive dans les premières pages. Et qui en fait va essayer de découvrir, donc c'est à la fois une très très belle histoire d'amour parce qu'il va essayer de découvrir pourquoi est-ce que sa femme, enfin en gros de découvrir sa femme après sa mort, hein, et du coup épouser finalement ses causes. Et en fait c'est finalement ça aussi la littérature, c'est-à-dire vraiment placer juste des gens face à des situations qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve ça éminemment intéressant. J'ai peut-être un peu perdu le fil au milieu. Non, mais je peux essayer de raccrocher les deux Vas-y. si tu veux. Parce que... Non, mais en fait, la manière dont tu parles de l'idéal, qui peut être X ou Y dans les valeurs que peuvent avoir les personnages dans un roman d'espionnage, et la manière dont on évoquait le jeu politique et les enjeux politiques, j'ai l'impression parfois qu'il y a une différence en fait entre des enjeux politiques, comme dans le problème à trois corps, où en effet on a quelque chose d'énorme qui nous tombe dessus, et ça peut être des extraterrestres, ça peut être un changement climatique au hasard, et puis où il va falloir en tant que société, et même que multi-société, on arrive à un moment donné à réfléchir ensemble, à bouger des pièces ensemble pour que on n'aille pas bêtement droit dans le mur. Et puis, il y a le manque d'idéal, peut-être, quoi, qui vérole un peu parfois la politique, parce que parfois, au lieu d'avoir de la politique, on a des hommes politiques, qui est quand même un statut assez mystérieux, à mon sens, et où on a en fait des gens qui, au lieu de participer dans un jeu, entre guillemets, et justement de découvrir leur rôle, ce qu'ils peuvent faire et tout ça, vont regarder sur la table. Bon, alors, il y a quoi comme carte? C'est où la meilleure opportunité? Tiens, je vais prendre le perso là. Des fois, on a l'impression, franchement, qu'en termes d'idéologie, peu importe, tant qu'il y a une place, je m'y loge, quoi. Puis qui choisissent souvent dans un politique, quand ils ont 18 ans, qui font effectivement leurs études, vont choisir vraiment quelle sera leur voie. Et s'y tiennent, entre guillemets, en se disant que ils seront de gauche, ils seront de droite, ils seront
l'extrême Sauf droite. s'il y a une c'est plus meilleure à la mode. opportunité à un moment Sauf donné. si, ouais, voilà, de quelle couleur est les pions. Et je dis, des opinions politiques, ça ne se forge pas comme ça. En fait, c'est pas du jour au lendemain, on décide d'être à gauche ou d'être à droite. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ouais, pour filer la métaphore un peu géopolitique et jeu, donc je vous avais promis de vous parler de cette nouvelle qui parle des JO, donc c'est le moment. Donc ça se passe, c'est une nouvelle donc de cet écrivain Liu Cixin, écrivain chinois, donc l'auteur de la trilogie du Problème à trois corps, qui figure dans ce recueil de nouvelles, Les Migrants du temps, qui s'appelle La gloire et le rêve. Alors c'est une nouvelle qui a été écrite en 2003. 2003, c'est l'invasion américaine en Irak, vous en souvenez sans doute. Et il s'imagine donc les États-Unis et une république qu'il appelle dans la nouvelle république ouest-asienne, bon, qui est une sorte d'image évidemment d'incarnation de l'Irak à ce moment-là, probablement. Et à 5 ans des JO de Pékin. Alors ça remonte déjà un petit peu, mais sachant que la nouvelle a été écrite en 2003, il s'imagine que l'ONU a décidé que le conflit entre la République ouest-asienne et les États-Unis se réglerait non pas par la voie militaire, mais par les Jeux olympiques de Pékin. Et donc, il y a tout un tas de calculs, d'équations qui permettent d'aboutir à cette affirmation. C'est qu'il y a une équation, c'est qu'il y a une équivalence entre la force sportive des États-Unis et la force militaire des États-Unis par rapport à la force ouest-asienne. Et donc l'enjeu de la nouvelle, ça va être l'organisation de ces JO avec une république ouest-asienne où les athlètes ont plus de clubs de sport, ils sont pieds nus et qui vont affronter les grands sportifs et sportives américains. Donc les jeux se passent avec un certain nombre d'enjeux, c'est-à-dire qu'en fonction des médailles obtenues, donc il y a 2 médailles, médaille d'or ou médaille d'argent, parce qu'il n'y a que 2 pays qui concourent à ces Jeux olympiques, il y aura des gains pour l'un ou l'autre. Bon, vous l'imaginez, la République ouest-asienne obtient très peu de médailles, ça fait partie des enjeux de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, ce qui se passe derrière, c'est qu'à l'issue des Jeux olympiques, où on se dit, on a quand même évité un bain de sang, il y a un avion qui raccompagne les athlètes états-uniens et ouest-asiens en Ouest-Asie, où ils vont être accueillis un peu comme des héros pour éviter le massacre de la population. Et puis l'avion n'arrive pas à se poser parce qu'en fait, en dessous, il y a des conflits militaires. Et on se rend compte que, donc je spoil un peu, mais comme c'est un recueil de nouvelles, vous pouvez l'acheter pour les autres nouvelles aussi. En fait, la guerre a bien lieu, quoi. Et on ne sait pas très bien qui l'a déclenché. Est-ce que c'est les Américains? Est-ce que c'est les Ouest-Asiens qui sont entrés en résistance? Donc il y a un côté un peu terrible et pessimiste, peut-être sur la nature humaine, et ce que ça représente, mais aussi ce que veut dire le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de jeu pour le jeu, mais qui ne va pas forcément, même si c'était l'ambition de l'ONU au départ, d'éviter le bain de sang, où on se dit, mais en fait, la guerre, c'est aussi d'autres enjeux qui ne sont pas forcément celui de la victoire et de la défaite. Peut-être que la guerre, elle a aussi lieu parce que l'industrie militaire américaine doit fonctionner. Ou parce que les personnes en place dans la République ouest-asienne n'ont pas envie de quitter le pouvoir aussi facilement que ça. Donc il y a à la fois, dans ce qui est de l'ordre du jeu, des enjeux particuliers qu'on imagine être des enjeux aussi de politique, mais la politique rattrape les acteurs de ce jeu pour d'autres gains ou pour d'autres raisons, pour d'autres objectifs. C'est rigolo, ça soulève aussi la méthode de jeu du champion, de jeu ou de conflit d'ailleurs, qui peut être de mettre les deux champions en face à face et puis advienne que pourra. Parce qu'en général, génère toujours un déçu qui se dit finalement, je lancerai peut-être mes armées quand même parce que le champion n'a pas été bon. Il y a une nouvelle aussi de Mike Resnick, qui est un auteur américain, et qui parle un peu de ça. Alors je crois que c'est le président ougandais à l'époque, et est-ce que c'était le Sud-Soudan, je ne sais plus exactement, qui s'affrontent en combat de boxe, et c'est arbitré par Mohamed Ali, pour régler les différends entre les deux. Ce que tu racontes de la nouvelle, ça faut aussi penser que non seulement du coup les enjeux de la guerre ne sont pas seulement ceux d'une victoire ou d'une défaite, mais aussi que les jeux, cette partie divertissement, sport, peut être utilisée comme une distraction totale finalement pour attirer l'attention ailleurs en se disant regardez une résolution pacifique pendant que finalement le bain de sang a quand même lieu un peu à l'écart, un peu pendant que les caméras sont dirigées sur ces Jeux Olympiques de Pékin un peu extraordinaires, quoi. Puis à la base des JO, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'Athènes et Sparte, c'était en fait la guerre, quoi. Donc, puis même pendant la guerre froide, c'était aussi un outil de propagande des deux côtés assez important, quoi. Et les échecs, notamment, oui, effectivement. Aussi. Alors, pour le coup, quel meilleur moyen de figurer la guerre froide que de de parler des matchs d'échecs qu'il pouvait y avoir entre les maîtres russes et les maîtres américains pendant la guerre froide.
Tiens, pour rebondir un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a un film qui est hyper intéressant, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle La Diagonale du Fou, qui en fait raconte l'affrontement d'un maître russe et d'un maître américain, enfin occidental en tout cas, pendant la guerre froide en Suisse. Et en fait, avec toutes les intrigues qu'il peut y avoir autour de l'affrontement, donc dans les jours qui précèdent l'affrontement, pour discriminer, pour discréditer l'un, pour l'empêcher de jouer, pour empêcher l'autre de jouer, enfin. Et finalement, alors je spoil parce que je pense que vous trouverez pas trop ce film, à mon avis, il est plus trop dispo. Mais en fait, les deux joueurs qui eux sont vraiment là pour l'amour du jeu, c'est vraiment ça qui les motive et qui se rendent compte de tous les enjeux géopolitiques qu'il y a autour, finissent par fuir l'affrontement en fait et trouver une autre manière, que je ne spoilerai pas, de jouer ensemble sans pour autant en faire un spectacle médiatique. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme idée. Je me rappelle d'une illustration qui va vous faire réagir. En fait, il y avait 1982, où il y avait, je crois que c'était en 84, il y avait Gorbatchev et je crois à l'époque c'était comme Reagan qui joue aux échecs. Et après, il y avait 2022. Et là, on avait Poutine et Trump, voilà, c'était donc avant, qui jouent au poker. Parce que oui, les jeux de l'esprit, il y a aussi la dimension, on n'a pas tout parlé de la dimension du hasard du jeu. Le jeu, il y a toujours une part de hasard à l'intérieur. Est-ce que dans la littérature, alors il y a plein de romans qui génèrent ce truc-là, mais est-ce que vous, dans vos littératures, quand vous écrivez, vous laissez cette partie de hasard intervenir? C'est pas si. En fait, je me rappelle avoir lu quelque chose, un article là-dessus. Je me demande, alors je m'emballe peut-être, je me demande si c'est pas Maupassant qui avait écrit ça, que en fait, oui, bien sûr, il y a le hasard tous les jours dans notre vie, mais si au milieu d'un roman quel qu'il soit, avec une histoire engagée, vous tuez un de vos personnages en lui faisant tomber une brique sur la tête parce que pas de bol, ça ne peut mécaniquement pas fonctionner parce que en effet, le livre reste un microcosme, mais quand besoin d'un minimum de règles du jeu pour pas trahir le lecteur, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, j'aime bien le manipuler, le hasard, mais alors, il faut y aller vraiment avec des pincettes parce que sinon, je sais qu'il y a des gens qui disent que parfois mes persos ont l'air poursuivis par une malchance quasi surnaturelle, alors que à mon esprit, non, c'est juste la vraie vie. On prévoit un truc et il se passe toujours 50 obstacles inopinés qui sont pas forcément le fruit d'un grand méchant. Mais ouais, le hasard, ça peut être un peu sable mouvant aussi quand même, du côté auteur. Oui, le hasard et les coïncidences, elles sont nécessaires dans un roman, sans quoi on a un peu du mal à faire avancer l'intrigue ou à lui donner quelque chose d'un peu aléatoire et pas trop froid et mécanique. Mais effectivement, il peut se faire que dans, on va dire, une certaine ampleur. Il faut que ce soit vraiment lié à l'intrigue, il faut que ce soit vraiment lié au personnage, il ne faut pas que ce soit effectivement une brique qui tombe sur la tête. Il faut réussir toujours à doser cette part de qu'est-ce qui peut être lié au hasard et qu'est-ce qui doit être le fruit d'un cheminement du personnage. Parce que si tout lui tombe dessus par hasard, c'est pas très très intéressant en fait. On a juste un personnage qui est battu par le vent, quoi. Donc il y a toujours un peu ce mélange, pour paraphraser Bodo, il y a le hasard et il y a la nécessité finalement quand on fait progresser des personnages au cours d'une intrigue. Il faut vraiment qu'il y ait toujours une proportion correcte de l'un et de l'autre. Après, moi, plutôt que de hasard, je parlerais limite plus de chaos en fait. C'est plus ça qui va... tu te laisses pas porter par le hasard en disant effectivement il y a une brique qui tombe sur la tête de mon personnage, parce que franchement là vous dites mais quel fumiste cet auteur. C'est tentant, mais en fait ça donne vraiment l'impression, je pense que le lecteur il vous dit mais enfin t'as pas trouvé une meilleure idée. Bon bref, non, par contre effectivement ce qui peut arriver, c'est de se dire que le personnage finalement, avec tout son vécu, tout ce qu'on lui a fait vivre sur les pages précédentes, et puis le pauvre il en a vécu quoi. Au bout d'un moment, moi je fonctionne en fait tout simplement. J'ai une espèce de pas à pas quand j'écris un roman, avec il y a tel chapitre, il va se passer ça, etc., etc. Et puis en fait, je m'en affranchis tout le temps. Donc mon personnage, à un moment, il devait faire ça, et puis finalement, non, il peut pas. Ça marche plus en fait. Ce que j'avais prévu au départ ne fonctionne plus. Donc c'est en ça que finalement il y a une espèce de magma chaotique qui avance en parallèle du personnage et qui fait que la narration peut changer du tout au tout à un moment ou à un autre. Je trouve ça plus intéressant, je trouve que ça rend mes personnages plus humains. Moi, dans l'exercice d'écriture, je trouve ça plus amusant aussi parce que j'arrive encore à me surprendre.
Alors c'est très bizarre dit comme ça parce que ça donne l'impression que tout d'un coup je suis sur mon écran et puis je fais oh, mais qu'ai-je fait, oh mon Dieu, mais alors c'est beaucoup moins spectaculaire que ça, mais mais en tout cas voilà, ça fait que ça permet de pousser toujours un petit peu plus loin et de se dire du coup je vais continuer parce que je sais pas où il va me mener ce roman. C'est ce qui fait peut-être la différence aussi entre le jeu et la littérature, si on la comprend comme un récit linéaire ou un récit qui a un début et une fin. Là où dans la littérature, peut-être si elle est comprise comme ça, avec dans sa finitude en fait de récit, c'est-à-dire que le hasard est contrôlé, même s'il intervient peut-être de façon intuitive, au moment où on l'écrit, le hasard reste contrôlé puisqu'il aboutit à quelque chose. Dans un jeu, je prends l'exemple d'une sorte de mélange ou d'hybride un peu entre littérature et jeu, qui sont les livres dont vous êtes le héros. Vous avez peut-être déjà joué aux livres dont vous êtes le héros. Mais en fait, il y a une non-finitude du récit, c'est-à-dire que c'est basé aussi sur le lancer des dés. Alors évidemment, le hasard est contrôlé parce que les branches sont pas infinies non plus, c'est-à-dire que soit vous faites défoncer par la créature que vous affrontez, ou alors vous n'avez pas le pouvoir que vous souhaitez avoir, etc. Mais il intervient peut-être une forme d'incertitude ou d'embranchement qui est difficilement possible dans un récit plus linéaire. C'est-à-dire que l'auteur ou l'autrice a moins le contrôle du hasard. C'est ce qui diffère peut-être aussi dans le jeu. Mais après, il y a des tas d'exemples en littérature, de fin ouverte, de double lecture, de triple lecture. Mais c'est un artifice d'écriture, en fait, le fait de créer le chaos dont tu parlais. Alors, on va s'approcher là des questions publiques. Ah. Non, ouais, c'était juste pour faire une référence à un roman de Cortázar qui s'appelle Marelle, où justement il y a deux manières de le lire. Chaque chapitre est numéroté, c'est dans le désordre. Et vous pouvez le lire soit dans l'ordre des numéros, soit dans l'ordre du roman. C'est un peu comme une Marelle où effectivement il y a cette dimension qui est purement ludique, mais avec la volonté aussi de faire quelque chose qui fonctionne en tant que roman avec les deux lectures. Donc ça avait juste un peu évoqué ça, quoi. Le quinconce. Ouais. Pardon, on partage nos lectures aussi. Donc, le quinconce, en fait, c'est un livre, c'est un jeu en soi. C'est même 5 livres. C'est 5 livres. Et en fait, quand vous arrivez à la toute dernière page, toute dernière phrase du bouquin, vous vous rendez compte que vous n'avez pas compris le livre. Et qu'il faut le recommencer, qu'il y avait un livre qui était caché dans le livre. C'est un jeu, enfin, c'est absolument génialissime. Charles Palliser, qui est un auteur américain, c'est un roman qui date du début des années 80. Et effectivement, donc déjà tout est construit en jeu de miroir, toujours en jeu. Et vraiment l'intérêt du bouquin, c'est presque de le relire en se disant, ok, à quel moment est-ce qu'il m'a piégé ? À quel moment est-ce qu'il y a des intrigues qui correspondent au deuxième livre qui est caché à l'intérieur. Enfin, c'est un jeu, c'est un jeu avec le narrateur. Pour le coup, tu trouves les règles à la fin, quoi, et tu refais une partie. Et puis vraiment la dernière phrase. Et puis en plus, il faut se taper 5 bouquins pour ça. Hein. Mais ils sont hyper bien. En plus de ça se lit très bien. Du coup, nous allons passer aux questions du public. Oui, alors je sais pas comment ça se passe, qu'il y a un micro, est-ce qu'il y a... Parlez fort, ouais. Non, parce qu'il y a l'enregistrement. Alors du coup, tu me dis si j'avais bien. Quand on gère un plateau ou une table de jeu et que nos joueurs ne veulent pas respecter la règle ou veulent se rebeller contre le scénario, comment est-ce que on gère un jeu hybride, jeu de rôle, jeu de plateau? Voilà. D'accord. Et voilà, du coup, comment les joueurs gèrent leur injustice et leur frustration et comment nous on réagit. Voilà. Donc, ok, j'ai été MJ sur ouais. Je vais essayer de répondre. Alors moi j'ai un rapport très complexe par rapport à ça parce qu'en plus j'ai un autre métier dans ma vie et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que ma manière d'animer des parties de jeux de rôle c'était la meilleure manière que j'avais trouvée
pour animer des réunions dans mon boulot. Enfin bon, bref. Ouais. Mais C'est juste qu'on lance pas de dés. Mais comment est-ce que tu penses que je gère mes tables rondes en fait? Mais voilà. Le jeu de rôle, c'est la réponse à tout. Non, c'est donc. Alors, comment est-ce qu'on gère la frustration? Alors déjà, est-ce que la frustration, pour moi, la question c'est est-ce que la frustration elle est légitime? J'avoue que j'ai pas été confronté à des conflits particuliers sur des joueurs, dans le sens où il y a jamais, il y a toujours la petite frustration qui dit juste j'aimerais que mon personnage soit plus puissant, soit plus fort, soit ce que vous voulez. Ça reste de l'ordre de la petite frustration. Donc dans ces cas-là, on essaie d'orienter un petit peu. Et puis évidemment, il peut y avoir une frustration légitime. On peut se remettre en question en tant que maître de jeu en se disant bah ok, peut-être que j'ai été un peu injuste avec toi. Ok. Donc du coup, on essaye d'arranger le coup. J'ai jamais été confronté, alors si une fois, à un joueur qui était complètement contre, au point où il en était à faire enfin presque à jeter le plateau et à faire de l'anti-jeu. Enfin concrètement. Dans ces cas-là, moi je suis poli et peut-être que les fois suivantes on jouera plus ensemble parce que moi ça m'intéresse pas en fait, tout simplement. Mais pour être tout à fait honnête, non, dans notre groupe de joueurs ça ne nous est jamais arrivé. Ça c'est les MJ mais mauvais joueurs. Voilà, c'est ça. Non, mais enfin, à un moment, si la personne n'est pas là pour, j'ai été confronté une fois quand même à ce qui m'a fait beaucoup réfléchir sur les tables de jeux de rôle. Là, une fois en tant que joueur, je me suis retrouvé sur une table où j'avais fait une blague un peu bête, probablement, et le maître de jeu m'avait regardé d'un air hyper sévère en me disant non mais on est là pour jouer, hein, on n'est pas pour s'amuser. Et je me suis dit, ah merde, en fait, je n'ai pas envie de jouer avec ces gens-là. Donc, je pense qu'il faut de toute façon une table de jeu de rôle. Ça, c'est toujours animé aussi par cette mécanique du chaos, entre guillemets, où on sait jamais où on va arriver, on sait jamais où on va partir. Enfin, il va y avoir des chemins détournés, des trucs géniaux. Et c'est ça qui fait tout le sel de la chose. Si on joue trop sérieusement, si on prend le jeu trop au sérieux, moi j'estime que on va continuer la partie, on va la mener à terme, certes, mais on jouera plus ensemble. Voilà. Oui, je pense que peut-être ce qu'on peut faire, c'est si vous parliez de stratégie et de comment est-ce qu'on gère cette frustration, je pense qu'un bon maître du jeu ou une bonne maître du jeu, c'est aussi celle ou celui qui va intégrer l'injustice dans le jeu, en fait. Et qui va pouvoir justifier... On peut jouer avec l'injustice. On peut jouer avec l'injustice. Et si on arrive à le justifier par l'histoire, et je pense que les auteurs, les autrices sont doués pour faire ça. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont plus doués pour l'écrire, d'autres pour le raconter. Mais c'est aussi une manière, je pense, de gérer cette frustration, cette injustice, c'est d'en faire un élément narratif, finalement. Ça permet de la rendre acceptable aussi, d'en faire pas une règle, mais de rendre plus acceptable le fameux hasard dont on parlait tout à l'heure aussi. On peut l'intégrer dans le scénario, mais il faut quand même faire attention. Enfin, les gens qui sont là sont quand même là pour passer un bon moment. Donc effectivement, le but c'est pas non plus de les punir. Ils sont pas. Enfin, je veux dire, personne ne les oblige. En plus, ils ont peut-être racheté eux-mêmes le paquet de chips. Enfin, c'est frustrant. C'est frustrant. Hein. Et ça marche aussi pour la littérature. Les gens ont pas pris un bouquin pour se faire punir en fait. Voilà. En général. C'est une expérience sociologique intéressante. Oui. Pour l'enregistrement, il faut qu'on dise que donc, la personne dans le public avait indiqué avoir monté cette expérience de jeu de rôle dans le cadre d'une expérience pédagogique. Effectivement, il faut faire la personne qui répète l'ordinateur de Star Trek, sinon les gens... ouais. Ouais, il faut faire le décolleté. Ouais. Référence Galaxy Quest pour ceux qui l'ont pas suivi. Oui, c'était pas... Pardon, Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore du temps pour les questions. Oui? Vous avez parlé des jeux compétitifs, vous n'avez pas parlé des jeux collaboratifs, enfin, du jeu de rôle qui est partiellement collaboratif selon l'ambiance, mais du coup, est-ce que l'impact des jeux collaboratifs, parce qu'il y avait Kadik qui avait écrit une nouvelle sur un jeu de société qui était importé par des
et qui devait modifier la société humaine parce qu'il apprenait aux enfants à perdre. Et est-ce que l'impact des jeux collaboratifs peut peut-être changer cette approche compétitive du jeu sur la société? Alors attends, on va Alors, répéter un peu. la personne dans le public demandait si l'arrivée des jeux collaboratifs changeait un peu la donne pour cette histoire de compétition dont on parlait tout à l'heure. Et alors, je l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais effectivement, le jeu de la tour de garde, c'est un jeu compétitif. Mais justement, l'idée, c'est de trouver une voie alternative qui serait la voie collective, en fait, pour trouver une autre façon de jouer au jeu. Je dis pas forcément de le gagner, mais d'y jouer, en tout cas. Et effectivement, oui, clairement, nous, ça nous a inspiré, finalement, dans la conception de ce jeu de la tour de garde qui est central dans la saga. C'est comment on peut passer de ces jeux qui sont des jeux de compétition, qui sont des jeux qui sont donc assez individualistes en fait, où c'est un gagnant, un perdant, un individu contre l'autre, et comment réussir à injecter du collectif là-dedans et les conséquences que ça peut éventuellement avoir. Mais c'est sûr que moi, j'en serais peut-être pas venue à cette idée si il n'y avait pas eu cette arrivée des jeux de société collaboratifs. Bon, on avait aussi une expérience de jeu de rôle. Voilà. Mais cette expérience des jeux de société collaboratifs auxquels j'ai pu jouer avec des amis qui m'a fait vraiment comprendre que je jouais plus trop à des jeux de société parce que ce qui me manquait, c'était plus le jouer ensemble plutôt que le jouer contre. Et oui, moi, clairement, ça m'a influencé. Alors, je suis pas une énorme joueuse de jeux de société, mais j'ai aimé beaucoup cette expérience. Puis dans le sens inverse, enfin, je vais pas faire une histoire accélérée du jeu de rôle, mais la littérature a énormément influencé le jeu de rôle aussi, en fait. Dans le principe, alors là encore, je suis pas du tout spécialiste, donc je veux pas raconter n'importe quoi, mais j'imagine que la fantasy en particulier, elle a nourri énormément le jeu de rôle. Donc en fait, il y a déjà une sorte de proto-jeu de rôle dans un certain nombre de récits antérieurs, ne serait-ce que dans le principe d'une quête collaborative, en fait. C'est-à-dire une communauté qui se regroupe avec chacun des ressources, des compétences, des capacités, des réactions différentes, Faut pas que et tu qui se parles. mettent ensemble pour aller jeter un anneau. Enfin bref, voilà. Et inversement aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu de rôle nourrit la littérature. Déjà, on ne compte plus les auteurs qui viennent du jeu de rôle et qui écrivent des romans. Puis il y a même des tendances, entre guillemets, aux États-Unis. Il y a toutes des collections qui s'appellent la Game Lit, où en fait, c'est des parties de jeux de rôle qui sont retranscrites vraiment dans des romans. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de nuances dans la collaborativité. Ça existe, ça, la collaboration? Ouais. On le comprend très bien. Dans les univers du jeu vidéo que dans les univers du jeu de société. C'est-à-dire qu'en jeu vidéo, on peut avoir du jeu sans beaucoup d'enjeux, comme on parlait tout à l'heure, de la sandbox et tout ça. On peut avoir du jeu full collaboratif. On peut aussi avoir du jeu où on va être collaboratif stratégiquement, mais contre une équipe adverse, voilà, et où il va falloir, admettons, on est sur un champ de bataille, on va avoir des personnages avec chacun sa compétence, et où, sans la collaboration, sans la tactique ensemble, sans la discussion, le jeu n'a aucun intérêt. Et j'ai l'impression que c'est un cas de figure qu'on retrouve plus souvent dans le numérique que dans les jeux de société, ça. L'arrivée des MMO, donc des massifs multijoueurs, a quand même changé aussi une partie du jeu. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est une question un peu plus large, mais est-ce que ça vous arrive en tant qu'auteur que vos personnages vous surprennent dans le sens où ils ne font pas les choses que vous avez prévues pour eux? La fameuse. Guillaume a déjà répondu, hein, je crois. Le jardinier ou le. Oui, voilà. Donc la question, c'est est-ce que vos personnages vous surprennent? Alors, moi, j'ai déjà en partie répondu. Effectivement, oui, mes personnages me surprennent et honnêtement, j'écrirais, enfin, je me ferais chier en écrivant des romans s'ils me surprenaient pas. Et après, ouais, comme tu dis, Julien, il y a la question de l'architecte ou du jardinier. Enfin, ça, c'est encore plus vaste. En gros, la question, pour spécifier, on estime qu'il y a à peu près 2 manières de construire un roman, même si en réalité c'est beaucoup plus. Mais il y a le côté architecte où on prévoit tout, on fait des plans à la base, on sait exactement où on va. Et la partie jardinier où on taille un massif par-ci, on fait un petit parterre là, en se disant tiens, ce serait pas mal qu'on aille là. Donc en gros, où on se laisse porter par le récit, sachant que en réalité, quand on discute avec les auteurs, on se rend vite compte que personne n'est 100% architecte et personne n'est 100% jardinier, mais on va tendre d'un côté ou de l'autre.
Voilà, moi je suis clairement plus architecte. Je fais un plan avant de commencer à écrire, sinon je me perds. Mais mon plan me sert finalement plus de guide, même s'il est précis. Mon plan me sert vraiment finalement de guide pour me retrouver parce que je sais que je vais me perdre. Voilà. Et mes personnages vont surtout me perdre. C'est eux qui vont guider le récit. Je crois bien que c'est exactement pareil. Le plan me sert à monter les enjeux parce qu'en fait, quand on commence à écrire un livre, en général, on a quand même quelques thématiques en tête de sujets qu'on souhaiterait aborder. Le personnage se cale au départ à peu près là-dedans. On se dit, OK, c'est chapitre 1, scène 1, tout va bien, super. Et au bout d'un moment assez rapide en ce qui me concerne, il bifurque, mais c'est pas grave parce que le but du jeu, c'est quand même qu'il continue à s'intégrer dans une espèce de trame générale qui peut elle aussi évoluer, mais en général moins. Moi, pour mettre un peu les pieds dans le plat, je suis pas un auteur, donc moi je suis un imposteur. Mais j'ai un copain auteur que je traduis, chinois, Chen Qiufan, qui a été l'un des premiers écrivains, je pense dans le monde même, à en fait utiliser l'IA pour son écriture. Donc c'est les pieds dans le plat. Hein. Avant l'arrivée de ChatGPT, qui avait développé lui-même, les programmeurs, un logiciel qui permettait de de générer en fait des textes à partir de ressources qui étaient ses propres textes à lui. C'était une IA qui pouvait faire des textes à la Chen Qiufan. Et il l'utilisait précisément pour se surprendre. Pour se dire, en fait, j'ai envie d'amener une histoire là où moi, je m'y attends pas. Et donc, je vais utiliser l'IA. Alors, je pense que c'est encore plus facile de le faire aujourd'hui, c'est presque à la portée de tout le monde. Mais de créer une histoire en essayant d'instiller des petites choses comme ça et dire, voilà, surprends-moi. Et je pense que ça fait partie aussi du travail d'un écrivain ou d'une écrivaine de se surprendre, en fait. Et d'utiliser peut-être toutes les techniques qui sont à sa disposition, qu'elles soient numériques ou autres, et de se laisser surprendre par ce que tu disais, hein, par le jardin qui pousse dans un sens où on s'y attend pas forcément. Moi, personnellement, jamais surprendre par les personnages. Je pense que le terme est un peu fort. Je suis plus justement à vouloir un peu plutôt rester dans le contrôle, que ce soit de mon intrigue. Mais après, qu'ils prennent des directions qui n'étaient pas forcément notées ou attendues au départ, oui, ça arrive. Et c'est pas dans le sens où tout d'un coup, le personnage a une réaction complètement inattendue, mais plutôt dans le sens, finalement, la réaction que je pensais la plus logique pour mon récit. En fait, c'est mieux si je la fais autrement pour arriver à un autre résultat, sachant qu'au final, ça m'emmènera au résultat que je voulais à la base. Donc, raconter comme ça fait très architecte. En réalité, je suis plutôt jardinière. Après, j'aime pas trop ces deux oppositions, que je les trouve un peu artificielles. Je veux dire, l'architecte, ok, c'est qui monte les murs au final, quoi. Enfin, voilà, bref. Voilà, je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier, quoi. Moi, je suis plus pour la différence entre le sculpteur et le modeleur. Je trouve que c'est un petit peu plus proche de ce que je ressens en travaillant en texte, quoi. Il y a vraiment des gens qui conçoivent en amont et qui sont plus dans la sculpture, qui peuvent avoir une idée vraiment très précise, qui voient un peu la forme qui est dans la pierre avant de commencer à la travailler. Ce qui permet d'avoir un rendu vraiment précis et fin, mais par contre, s'il y a un faux mouvement, casse un truc, c'est le grain de sable dans l'engrenage et on n'y arrive pas. Et de l'autre côté, j'irais plutôt le modeleur qui n'hésite pas à retourner en arrière, à à tester, à faire, ce qui permet d'avoir une plus grande plasticité forcément de l'intrigue ou des personnages. Mais par contre, ce qui peut aussi mener à des impasses quand vraiment on n'arrive pas à donner une forme à ce putain de bout de glace, quoi. Ce qui peut arriver aussi. Donc, j'irai pas me laisser vraiment complètement surprendre, mais me laisser la possibilité de bifurquer si je vois que ça tient pas comme ça, en fait. Si l'anse de la cruche n'arrive pas à se casser la gueule et que la cruche va servir à rien, et ben on va faire différemment, je vais refaire le dessus et on va modeler autrement pour voir comment ça passe. Donc ce serait plus comme ça que je verrais les choses. Oui, dernière question, allez-y. Alors, je fais la personne qui répète. Est-ce que pour écrire un bon roman, il faut commencer il faut avoir les chutes. Et ensuite, est-ce que je fais la réponse? J'en sais rien. Déjà, je sais pas ce que c'est qu'un bon roman. Enfin, moi, je sais que les romans que j'aime. Je connais un peu les romans que j'écris.
Ouais, je me souviens plus très bien au milieu, mais enfin bon, bref, il y a des trucs, il y a des histoires de magie et de fantasy. Non, je pense que c'est pas, en tout cas moi, ce qui m'intéresse en tant que lecteur et en tant qu'auteur, c'est pas la fin. C'est pas la finalité. La finalité doit découler des thématiques qu'on a souhaité aborder. En fait, c'est ce qui fait un bon roman pour moi, encore une fois, en tant que lecteur, c'est tous les chemins détournés qui permettent d'arriver à la fin. C'est pas la fin en elle-même. Et puis la puissance des enjeux qui peuvent être à l'échelle d'une personne ou à l'échelle d'une civilisation, peu importe, mais que les enjeux, enfin, en ce qui me concerne, que ça fonctionne, qu'il y ait une éventuelle pression, enfin une intrigue en fait, quoi, qui se mette en place et puis qui m'intéresse moi d'abord et avec un petit peu de bol le lecteur à la fin de la foire. Alors, peut-être juste partage d'expérience de traducteur et qui revient un peu sur la question que d'avant en fait sur les sentiers bifurqués. Enfin, c'est l'expression de Borges. Moi, j'aimerais bien en tant que traducteur en fait commencer à traduire un bouquin dont je connais pas la fin et d'avancer et en fait d'être dans l'émerveillement qui serait aussi celui de la lectrice du lecteur. Dans la science-fiction, c'est d'autant plus, je pense, on le ressent d'autant plus. Ce serait ce que j'aimerais faire. En fait, c'est rarement le cas. C'est-à-dire de découvrir le livre en le traduisant, puisque comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui lisent le chinois. Donc souvent, c'est moi qui apporte les textes aux éditeurs. En disant, mais bon, il vaut mieux quand même avoir lu jusqu'au bout en disant ça parle de ça. Mais t'as pas forcément lu le dernier tome dans le cadre d'un roman. Dans une série, si effectivement elle commence et que je la traduis et que l'éditeur me dit oui, il faut que tu continues à traduire, etc. Là, effectivement, c'est une chance que je pourrais avoir. Ce que je m'efforce de faire en revanche, on parlait de l'oubli en fait à l'instant, de est-ce qu'on oublie les textes. Moi, il y a plein de trucs que j'ai traduits. J'imagine les auteurs, c'est souvent le cas et souvent ce qu'ils disent. On oublie, en fait, au bout d'un an, on a complètement, même pas un an, en fait, un moment qu'on a publié le manuscrit, on oublie complètement ce qui a été écrit. Et donc, moi, je m'efforce en tant que traducteur d'oublier le texte que j'ai lu pour pouvoir jouir de la traduction et de l'écriture en même temps que le ferait un lecteur. Et donc, là, pour le coup, de connaître la fin, c'est pas si important que ça. Juste pour finir sur cette question, je dirais que c'est important ou nécessaire, essentiel de connaître la fin ou de se baser sur la fin. Mais par contre, c'est vrai que ça peut arriver qu'il y a un moment précis de l'intrigue qui est le moteur de la création. Alors, c'est pas trop le cas pour un long voyage qui a une genèse complètement différente. Justement, pour la Tour de Garde qui a une genèse différente. Mais pour un long voyage, effectivement, moi, il y a un moment précis qui est pas la fin, qui est à peu près au milieu du roman, qui a été le déclic qui a mené à l'écriture du roman. Parce que j'avais envie de mettre un certain retournement de situation en scène, en fait. À partir de là, j'ai créé les personnages, j'ai créé le monde qui allait autour, j'ai créé... et finalement, il y a des éléments de ce monde qui m'ont servi à, on va dire, souligner, mettre en scène la scène dont j'avais eu l'idée à la base, en fait. Donc, c'est un système qui s'est nourri de lui-même, hein, mais le déclic initial, ça a été... alors c'est même pas un retournement de un retournement de situation. Ouais. Mais je pense que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle aussi. Il faut toujours finir par une citation. J'allais dire, il faut qu'on finisse par une citation. Et là, voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Donc, merci aux auteurs, autrices présents ici sur le plateau. Vous pouvez les retrouver au Salon du Livre.